Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro d'International dans ce studio de TV5 Monde, ici à Paris, avec RFI et le journal Le Monde. Notre invitée est une femme politique française, une européenne convaincue, mais pas seulement. Le Monde est depuis juin 2017 son terrain de jeu, depuis sa nomination à la tête de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Nous allons aborder avec elle l'actualité internationale, européenne et française. Mais avant de commencer cet entretien, écoutez ces vœux de nouvelle année prononcés par deux présidents de la République à 43 ans d'écart. L'un est Valéry Giscard d'Estaing, nous sommes en 1974, l'autre Emmanuel Macron en 2017. Je veux aussi miser sur la fraternité. Je souhaite que 1975 soit l'année de la fraternité. Dites-vous toujours que vous appartenez à un collectif plus fort, plus grand que vous, la nation française. L'ensemble le plus important auquel vous apparteniez, c'est la communauté nationale des Français. Pour nos agriculteurs. Je pense aux agriculteurs. Pour nos outre-mer. Nos autres compatriotes des départements et des territoires d'outre-mer. Et les entrepreneurs. Je pense à certaines petites entreprises. Celles et ceux qui vivent en situation de handicap. Les handicapés. Bonjour Marielle de Sarnez. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce clin d'œil, ce petit montage, rappelle cette proximité entre Valéry Giscard d'Estaing. Oui, moi je le prends comme un clin d'œil puisque j'ai été giscardienne et auprès de vous avez soutenu Giscard Valéry Giscard d'Estaing. Oui, bien sûr. Dans sa campagne de 1974. Et j'ai soutenu Emmanuel Macron. Et il y a évidemment une concordance, une aspiration commune entre les deux hommes. Alors, Giscard, c'était, vous savez, il voulait rassembler 2 Français sur 3. Et au fond, ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron, c'est exactement la même chose. Voilà, donc c'est un clin d'œil qui me fait plaisir. Mais au-delà de ça, on aurait pu, et c'est pourquoi il y a au fond toujours une permanence dans l'État français. On aurait pu mettre Jacques Chirac aussi, on aurait pu mettre d'autres présidents de la République. On aurait eu à peu près l'utilisation des mêmes termes, même si moi j'ai été heureuse d'aller de Giscard à Macron. Mais c'est vrai qu'il y a une permanence dans les vœux en particulier qui sont faits de l'État français et c'est pas si mal. Mais savez-vous ce que pense Emmanuel Macron de ce parallèle qui est fait avec Valéry Giscard d'Estaing? Je ne sais pas, je pense qu'il ressent bien qu'il y a quelque chose qui ressemble. En dehors de la jeunesse, cette volonté alors de jeunesse. Mais vous savez, à l'époque, de l'économie, Giscard, c'était absolument incroyable. Vous passiez d'un monde en noir et blanc, on va dire, qui était le monde gaulliste, même si le général de Gaulle, Dieu sait s'il était grand et formidable, mais d'un monde en noir et blanc à un monde en couleur. C'est-à-dire, c'était une modernisation et chez Emmanuel Macron, c'est pas accélérée. Oh, écoutez... Enfin, c'est l'ancien monde et comme il le dit. Non, mais enfin, on a l'émergence. En tous les cas, moi, je vais me battre pour que ce soit durable d'un pôle central. On sort de cette espèce de bipolarisation d'une gauche contre une droite, d'une droite contre une gauche, qui, à mon sens, n'a pas fait de bien au pays pendant 30 années, qui a empêché le pays de s'adapter, de bouger, d'évoluer, de réformer, de changer en profondeur. Et donc, il est à ce rendez-vous-là, Emmanuel Macron, bien sûr. Alors, avant de poursuivre cet entretien, Marielle de Sarnez, je vous propose un petit retour sur votre itinéraire avec ce focus de Julien Munzer et Anthony Krisic. Marielle de Sarnez, votre parcours est atypique. Bac en poche, vous démarrez dans la vie avec des petits boulots. À 23 ans, vous décidez de vous engager en politique, en militant pour un candidat qui casse les codes de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Vos inspirations sont au centre. Jean Le Canuet vous prend sous son aile et Simone Veil vous suit de près. Votre parcours politique s'est fait en tandem avec François Bayrou. En 1998, vous êtes vice-présidente de l'UDF, puis du MoDem. Vous dirigez sa campagne pour les présidentielles de 2007 et 2012. Le ralliement du MoDem à Emmanuel Macron en 2017 vous porte au gouvernement et vous devenez ministre des Affaires européennes. Un passage éclair de quelques semaines puisque vous démissionnez suite à l'enquête sur les assistants parlementaires du MoDem. Pourtant, l'Europe semblait taillée pour vous, qui avez passé 18 ans au Parlement européen avant de le quitter en 2017. Élu député de la 11e circonscription de Paris, ce siège vous propulse il y a un peu plus d'1 an à la tête de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Une présidence où vous prônez dans l'hémicycle une Europe forte et unie, comme le président Emmanuel Macron. La refondation de l'Europe, à laquelle le président de la République nous invite, devra s'appuyer sur un budget qui ne soit pas objet de marchandage lié à la question lancinante des rabais.
Prochain enjeu, rassembler pour les élections européennes de 2019. Ce scrutin, vous l'annoncez déjà comme historique dans une Europe de plus en plus divisée. Marielle de Sarnez, Sophie Malibaud de RFI et Philippe Ricard du journal Le Monde nous ont rejoints. Bonjour. Sophie Malibaud, une première question sur l'Europe. Oui, donc cette échéance à venir, le 26 mai, les élections européennes, ça va avoir, qu'on le veuille ou non, valeur de test nationale aussi pour Emmanuel Macron. Comment faire pour que tous les enjeux proprement européens ne passent pas à la trappe une fois de plus? Ça va avoir valeur de test européen, au fond. Parce que la question qui va être posée, c'est est-ce que l'Europe a un avenir? Et quel avenir? Ou est-ce qu'on continue dans le délitement européen? Moi, je pense que ce sont des élections fondamentales, cruciales, essentielles. Soit l'Europe décide d'exister, de s'unir, de peser, et Dieu sait si le monde a besoin d'une Europe forte, et Dieu sait si nos valeurs ont plus que jamais besoin d'être défendues, soit on continue le lent délitement qui ira jusqu'à une mort certaine. Oui, donc c'est un enjeu historique, et il faut expliquer aux Français en quoi cet enjeu est historique, en quoi la France a une opportunité, au fond, d'être à l'initiative pendant cette échéance européenne. Nous avons un président de la République de conviction européenne, à l'initiative européenne, dans un moment où, quand vous faites le tour des leaders et des dirigeants dans les pays qui nous entourent en Europe, ceux-ci ou celles-ci sont confrontés à des difficultés lourdes. Ce qui veut dire que la responsabilité de la France est immense et que c'est un rendez-vous qu'on ne doit pas manquer. Alors, Comment vous jugez d'ailleurs, depuis 1 an et demi, l'action européenne d'Emmanuel Macron? Vous trouvez que, bon, il y a eu beaucoup de discours, il y a eu beaucoup d'offres, de propositions, mais le résultat paraît assez fragile. Quel est votre avis là-dessus? Il a avancé, bien sûr. On va prendre un certain nombre de dossiers, comme les travailleurs détachés. Chaque fois qu'on peut avancer, ou sur davantage de convergence fiscale, sociale, chaque fois qu'on peut avancer, on le fait. Évidemment qu'on ne fait pas l'Europe tout seul. C'est absolument évident. Et il faut des alliés. Mais très esselé souvent, justement. Oui, il faut des alliés. Et alors, c'est compliqué dans un moment où certains pays, je pense qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, ont des difficultés, on va dire, avec ce qu'on appelle les libertés fondamentales. En tous les cas, n'ont pas le même point de vue qui est le nôtre et qui est celui historique de l'Union européenne sur les libertés fondamentales et sur l'état de droit. Et en même temps, nous sommes obligés d'avancer ensemble et d'apporter les réponses aux inquiétudes, aux angoisses et aux préoccupations de nos concitoyens. Marielle de Sarnez, comment on fait pour mobiliser l'électorat français sur les échéances européenne en tant que telle, parce que, vous le savez, le débat franco-français reprend toujours le dessus, et l'Europe aujourd'hui n'est pas incarnée, Bruxelles n'est pas très incarnée. Si vous interrogez n'importe qui dans la rue, ils ne connaissent pas les commissaires européens. Vous avez raison. Je crois que trop longtemps, le débat a été confiné, pour dire, je parle devant des spécialistes de Bruxelles, donc je ne veux pas en dire du mal de Bruxelles. Mais la vérité, c'est qu'on a exclu, en quelque sorte, les peuples du dessein et du destin européen. Vous savez, les pères fondateurs de l'Europe, je dis ça très rapidement, ils disaient c'est tellement compliqué qu'il faut que ce soit une affaire d'experts. Je pense exactement l'inverse. Je pense qu'on ne fera pas l'Europe sans les peuples. Ce qui veut dire qu'il faut rendre aux peuples leur place dans ce destin européen, redessiner une démocratie européenne dans laquelle ils aient le pouvoir de dire ce qu'ils veulent, vérifier ensuite que cela se passe de cette façon. Et puis, il y a quelque chose, c'est que l'Europe, c'est pas seulement un marché, c'est pas seulement une zone de libre-échange, c'est pas seulement tout ça. C'est d'abord une civilisation, une identité, des valeurs. Et moi, je crois que ces questions-là d'identité, il faudra les mettre au cœur de la campagne. Mais alors justement, vous parlez de valeurs. Le président de la République française, Emmanuel Macron, dit il faut en fait faire d'un côté des progressistes, de l'autre côté des populistes. Mais est-ce que l'Europe, ça peut se résumer à un duel entre ces deux forces ? Je vois bien pourquoi il le fait. Je trouve qu'évidemment, il faut rappeler que nous sommes attachés à l'état de droit et aux valeurs fondamentales qui sont quand même le socle de l'Union. On va parler du monde dans quelques instants. Mais enfin, qui ne voit que les régimes autoritaires menacent partout dans le monde entier et que, au fond, la question des contre-pouvoirs peut être mise de côté par les uns ou par les autres, y compris au sein de l'Union européenne. Mais est-ce que ça peut pas imaginer cela encourager l'abstention, Marielle de Sarnez ? Donc ça, je pense que c'est un positionnement
pour un temps qui est un bon positionnement et qui dit les choses sur les valeurs. Si vous me demandez s'il faut faire la campagne européenne sur ce positionnement, je crois qu'il faudra l'élargir. Je crois qu'il faudra s'adresser à l'ensemble des Français en leur disant, au fond, aux Français qui croient en l'Europe et à ceux qui n'y croient pas, aux Français qui sont persuadés que tout va bien et aux Français qui doutent. C'est à eux qu'il faudra parler en prenant en compte ce qu'ils attendent de l'Europe. Et ce qu'ils attendent de l'Europe sont des réponses très précises. C'est comment demain on est mieux protégé, comment on conserve notre modèle social. En tous les cas, ce sont des questions pour les Français. Comment on va enfin vers la convergence sociale en Europe. Comment on traite des questions, par exemple, migratoires, qui sont des questions au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Est-ce que vous êtes favorable pour un mouvement en marche au niveau européen ? Je ne le dirais pas de cette façon-là, non. Je pense que la France a un rôle historique dans la question du rendez-vous européen de 2019, que nous avons la chance d'avoir un jeune président profondément européen qui sera à l'initiative, que c'est un rendez-vous donc pour l'histoire de l'ensemble de l'Europe, qu'évidemment il faudra des alliés. Il faudra au fond que se crée au Parlement européen un grand pôle central démocrate pour faire l'Europe des 5 années qui viennent. C'est ça le souhait que j'ai. Et après, je veux vous dire que ça n'est pas une question d'étiquette. Et je suis une militante d'un parti politique, j'appartiens au mouvement démocrate. Vice-présidente du MoDem. Ce n'est pas une question d'étiquette. Ce n'est pas une question partisane, ce qu'on va vivre là. C'est une question du rassemblement le plus large possible pour cette Europe. Et on va parler du monde dans quelques secondes. Je veux vous dire que selon que l'Europe existera ou pas, l'équilibre du monde ne sera pas le même dans les décennies qui viennent. Philippe. Juste à bien vous entendre, j'ai le sentiment que vous trouvez que le clivage Macron contre Viktor Orban, puisque c'est de lui dont il s'agit, hein, c'est lui qui représente l'axe souverainiste, le Premier ministre hongrois, est très nationaliste et très europhobe, d'ailleurs, dans une certaine mesure. Ce clivage, vous le trouvez finalement trop réducteur ? Je le trouve tout à fait pertinent sur tout ce qui est état de droit, liberté fondamentale. On ne fera pas l'Europe en s'asseyant sur l'état de droit ou sur les libertés fondamentales. Et je pense que ça, il faut le rappeler matin, midi et soir. Peut-être conditionner les aides, peut-être conditionner les fonds structurels. C'est en tous les cas des questions qui doivent être posées. En revanche, je pense que sur toutes les questions migratoires, par exemple, même s'il y a des opinions différentes. Vous trouvez qu'Orban pose de bonnes questions ? On va pas, par exemple, vous parlez d'Orban, moi je veux par exemple aller sur Salvini et sur l'Italie. On ne pourra pas avoir une feuille de route européenne sur la question migratoire sans le faire, par exemple, avec l'Italie, qui est évidemment un des pays d'accueil avec la Grèce les plus importants. Donc nous sommes obligés de travailler ensemble. Et nous sommes obligés ensemble d'apporter des réponses au peuple européen. Donc vous craignez que Emmanuel Macron, avec ses stratégies du clivage, casse un peu trop de porcelaine avec d'autres pays ? Je ne crains rien, parce que j'ai exactement dit que je trouvais que ce clivage qu'il pose aujourd'hui était pour moi aujourd'hui pertinent, mais que dans un deuxième temps, quand s'ouvrira le temps de la campagne, il faudra s'adresser à l'ensemble de nos compatriotes. Et donc, vous trouvez que c'est une bonne chose, finalement, d'engager cette campagne, par exemple, sur la question migratoire, qui est quand même l'agenda mis en avant par les nationalistes. C'est eux qui choisissent tout de même de mettre cette question-là en amont devant toutes les autres. Je pense que la question sociale et économique est question première, probablement pour nos concitoyens et nos compatriotes. De leur avenir économique, de l'avenir de la croissance, du type de croissance, de la durabilité de cette croissance, de notre modèle social, de tout cela. Je pense que ces questions-là sont absolument centrales pour nos concitoyens. Mais je ne veux pas ne pas voir qu'il y a aussi des questions, effectivement, qui touchent, par exemple, à la question migratoire. Et qu'il faudra bien que l'Europe, à un moment ou à un autre, est une vraie feuille de route sur cette question-là. Et c'est bien de le regarder en face. Et qu'est-ce que vous préconisez avec M. Salvini ? Ce qui se passe en ce moment, les Français donc, refoulent des gens du côté italien de la frontière. Salvini décide de déployer la police à la frontière. Je pense que sur cette question migratoire, il faut avoir le regard large. D'abord, il faut redire à ceux qui nous écoutent et qui nous entendent que c'est une question mondiale. Mondiale. Qu'il n'y a pas que la France et que l'Europe qui sont concernés par cette question. Qu'il y a des dizaines de millions de personnes qui sont des déplacés dans le monde aujourd'hui. Que cette question, elle concerne plus encore, par exemple, le continent africain. Qu'elle concerne plus encore la migration qu'on appelle sud-sud, c'est-à-dire du sud vers le sud, dans des pays du sud. Et que donc, nous, au fond, nous ne sommes concernés que par une petite part.
Alors ensuite, on peut dérouler. Je ne suis pas sûre qu'on en ait le temps maintenant. Oui, mais au fond, il faut recentrer le droit d'asile sur ce qu'il doit être. Il faut apaiser les esprits. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, il faut apaiser les esprits. Oui. Et il faut regarder les choses en face. Et il faut des grands principes. On a besoin d'un droit d'asile qui fonctionne. Il ne peut fonctionner que s'il est recentré sur ce qu'il est censé protéger et traiter, c'est-à-dire les réfugiés. Et le droit d'asile ne doit pas devenir une manière, au fond, de demander un visa pour l'Union européenne. Donc, il faut recentrer le droit d'asile. Il faut recentrer le droit d'asile. Il faut avoir une cohérence des politiques européennes. Aujourd'hui, vous n'avez pas les mêmes temps d'attente quand vous faites une demande en France ou en Allemagne ou dans les pays du nord de l'Europe. Le projet de loi Collomb avait dit qu'il faut arriver à 6 mois, et peut-être moins, ne serait-ce que pour des raisons humaines. Nous n'avons pas le même taux de reconnaissance. Quand un Afghan demande la protection dans un pays, il y a un pourcentage qui va jusqu'à 80% dans un autre pays et 30% dans un autre pays qui est pourtant ouvert et protecteur des droits de l'homme, qui est la Suède. On a un problème de taux de reconnaissance. On a un problème des déboutés du droit d'asile. Quand vous avez des déboutés du droit d'asile dans un pays, ils reviennent dans un autre pays et redemander l'asile. Je pense qu'il faudra harmoniser le droit d'asile européen. Nous y allons. C'est la volonté française. Hein. C'est la vision d'Emmanuel Macron. Et je crois que nous devrons, on n'a pas le temps de parler de l'Afrique. Non, mais parlons déjà de la relation avec l'Italie. Changer notre regard sur notre relation avec l'Afrique. Avoir un vrai partenariat avec l'Afrique. Et ouvrir aussi le débat. Je suis persuadée qu'on devra ouvrir le débat sur la question de la migration économique en Europe. On n'ose pas l'ouvrir. On ne parle que de l'asile. Mais à la vérité, il faudra qu'on traite de cette question avec ce qu'on appelle les visas multiples que certains pays ont réussi à faire, c'est-à-dire la possibilité de permettre des allées et des retours, y compris pour la migration économique. Est-ce qu'il y a juste une question de solidarité vis-à-vis de l'Italie et de ces pays de premier accueil des migrants? Mais il y a évidemment une question de solidarité en Europe. Mais cette solidarité sera d'autant mieux exercée que nous aurons une politique commune. C'est vraiment, je pense, simplement du bon sens que de le dire, c'est-à-dire qu'on décide ensemble quelles sont les politiques et vers quelle politique nous allons. Une dernière question sur les élections européennes. C'est très difficile de comprendre aujourd'hui comment fonctionnent les partis européens. Vous avez cette question avec le PPE, hein, qui est donc le Parti populaire européen qui regroupe la droite européenne, dans lequel vous avez... Qui regroupe les droites européennes. Oui, alors dans lequel vous avez aussi bien Angela Merkel que Viktor Orban aujourd'hui, ou les Républicains français. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que, d'abord, il avait été question d'exclure Orban, aujourd'hui il n'en est plus question alors, du moi, PPE. je vais vous répondre, mais je ne suis pas militante et adhérente du PPE, bien, et je l'ai même quitté quand le PPE s'est élargi aux conservateurs britanniques et à Forza Italia, parce que je trouvais que ça a dénaturé le projet européen. Ce que je vois, alors comme observatrice du PPE, je pense qu'ils vont rester unis. Je peux me tromper, peut-être il y aura une fracture. Il n'y a ni sanction ni exclusion là. Hein. Mais on a le sentiment qu'ils veulent rester ensemble parce que, au fond, leur politique, c'est d'abord la loi du plus grand nombre. Et donc, pour être le plus puissant possible, ils veulent rester ensemble, même au prix de contorsions des uns ou des autres, parce qu'on l'a bien vu. Et c'est très difficile pour les électeurs de s'y retrouver. Il y a une question sur la Tchéquie. Non, c'est peut-être sur les familles politiques. On voit bien qu'Emmanuel Macron aimerait bien pouvoir s'associer avec les libéraux, dont le MoDem fait partie au niveau européen, libéraux-démocrates. Il y a des pourparlers en cours. Ça paraît pas si simple que ça, en fait, notamment de réussir une OPA amicale sur les libéraux-démocrates au Parlement européen. Je crois qu'il faut faire aucune OPA sur personne. Ces affaires ne sont pas des affaires de parti. Ce sont des questions historiques, c'est ce que je disais. Après, évidemment, il faudra une expression commune au sein du Parlement européen de tous ceux qui se retrouvent dans ce pôle central, on va dire, large de la vie politique européenne et qui souhaitent renouveler la vie politique européenne. Parce qu'on a une vie politique européenne qui est d'un classicisme abyssal depuis des décennies, avec les deux mêmes formations alternativement ou ensemble, au fond, qui dirigent l'Union européenne. Il faut le dire aussi à ceux qui nous regardent. Et donc, essayer de changer tout ça, essayer de... Les conservateurs d'un côté, les socialistes de l'autre, pour aller vite. Essayer de changer tout cela, ça doit faire partie, au fond, de la volonté que nous portons si nous voulons changer l'Europe.
Nous le ferons en alliance avec un certain nombre de familles. Vous avez parlé de la famille libérale, dont je ne fais pas partie. C'est une famille qui existe. Libéraux-démocrates, le groupe. C'est une famille qui existe. Il y a une famille démocrate que nous animons avec François Bayrou et Francesco Rutelli. Il y aura une famille des progressistes. Il y en aura d'autres. Je veux dire, ne mettons pas de point de stop voilà, à l'arrivée des uns ou des autres. Au plus ce pôle central sera large, au plus il sera large, au plus et au mieux on pourra réformer l'Europe. Alors, poursuivons cet entretien peut-être avec ce qui s'est passé hier à Londres. Alors, les chiffres divergent, mais 700 000, en tout cas, un demi-million de personnes ont manifesté hier à Londres, des europhiles, des gens favorables à l'Europe, et demandent, toutes ces personnes demandaient un référendum sur l'accord ou l'absence d'accord avec l'Union européenne après l'échec de la réunion de Bruxelles cette semaine sur le Brexit. Comment vous voyez ces initiatives? Est-ce que pour vous c'est important qu'aujourd'hui les gens manifestent en Angleterre cet attachement à l'Europe? Et est-ce qu'on peut aboutir à la fin de ce Brexit? Est-ce qu'on peut avoir un exit du Brexit? Ou c'est de la science-fiction? Moi, je crois depuis le premier jour que tout ça... J'ai pensé depuis le premier jour que ce serait très difficile et très compliqué. Je n'ai pas fait partie des gens qui ont applaudi le départ de la Grande-Bretagne il y a plus de 2 ans maintenant en disant « Ah, enfin, ils partent et on va pouvoir faire des choses ». Non, ça m'a d'abord toujours rendu assez triste que les Britanniques quittent notre Union européenne. J'ai considéré que c'était un échec pour l'Union européenne. Et j'ai toujours pensé que la séparation serait compliquée et difficile. Bien, on le voit. Vous voyez, quand on voit aujourd'hui, par exemple, sur quoi butent les relations et le départ de la Grande-Bretagne avec l'Union européenne, irlandaise. Ça bute sur une question, l'intégrité irlandaise, l'intégrité des accords de paix passés en 1998, qui interdisent en quelque sorte qu'on refasse une frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. C'est la question sur laquelle, grosso modo, aujourd'hui, le Brexit bute. Cette question, il n'y en a pas eu un mot au moment de la campagne que Cameron avait lancée et du référendum. C'est vous dire à quel point on a été dans une espèce d'opération, de politique politicienne sur un ressentiment à l'égard, par exemple, d'un certain nombre de citoyens de pays de l'Est qui venaient en Grande-Bretagne, etc., avec probablement un certain nombre de raisons de ressentiment à l'égard de, entre guillemets, Bruxelles. Mais toutes les questions cruciales qui sont maintenant à trancher, qui sont sur la table aujourd'hui, elles n'étaient pas et elles n'ont pas été débattues. Et donc, c'est vous dire la distance entre la réalité historique de ce que nous sommes en train de vivre et cette campagne qui avait eu lieu en ces temps-là. C'est pour ça que vous trouvez qu'un deuxième vote, disons, sur un éventuel accord à l'amiable serait souhaitable? Je ne vais pas me prononcer. Je prends bonne note que cette question monte en Grande-Bretagne et il y avait 700 000 personnes, c'est absolument considérable, qui ne demandent pas à revoter sur le Brexit, je veux bien le dire à ceux qui nous regardent, qui demandent juste, au fond, à ce que le peuple britannique ait son mot à dire sur l'accord final. Cette question concerne les Britanniques. Mais je le regarde et je vois, comme vous, que de plus en plus de Britanniques sont engagés vers cette proposition. Quelques questions sur la politique intérieure française. Il y a eu un remaniement du gouvernement français. C'est un gouvernement taillé sur mesure pour les élections européennes, tel qu'il a été constitué. On entend beaucoup ça, avec notamment le ministre de la Culture qui vient du parti Centre Droit Agir, le MoDem qui est revenu en force dans ce gouvernement, dont vous êtes vice-présidente du MoDem. Qu'est-ce que... Écoutez, moi je trouve que c'est un très bon gouvernement. Alors je vais en dire que du bien. J'imagine. Je trouve que les arrivants, Marc qui passe là, est excellent. On a vu Jacqueline Gourault il y a quelques minutes et je vois que... Qui a donc un grand ministère des Territoires. Oui, et bien depuis qu'elle a ce grand ministère des Territoires, on a vu la semaine dernière, au fond, le dialogue repartir avec les associations d'élus et le pouvoir exécutif. Le président de la République les a reçus, le Premier ministre les a reçus. Et on voit bien la volonté de Jacqueline Gourault au fond, regarder les problèmes les uns après les autres et d'y apporter des réponses. Donc j'en suis très heureuse. C'est un gouvernement qui est un bon gouvernement, qui est au travail. Le président du MoDem, François Bayrou, avait exprimé quelques doutes sur l'action du président de la République l'été dernier. Les doutes sont effacés ?
Non, je ne crois pas que François Bayrou si, il avait exprimé dans des interviews au Figaro. De cette façon-là, je crois qu'il a dit une chose, nous disons une chose depuis un certain temps, c'est qu'il fallait que le président de la République s'exprime, ce que d'ailleurs il a fait, et ce qu'il doit continuer de faire. Nous ne cessions de le dire, alors que sa dernière intervention datait, je crois, du mois de mai. Le président de la République, il doit être en permanence en proximité avec les Français. Il en manque. Il doit leur expliquer. Il en manquait. Il doit leur expliquer le sens de l'action, là où nous allons, quelle est la vision, quel est le cap, quelles sont les difficultés. Parce que bien sûr, il y a des difficultés quand on gouverne. On est confronté à un monde de difficultés. Mais le rôle de président, c'est de expliquer, porter la vision, rassembler et unir. Quand vous dites qu'il doit s'exprimer, mais il lui a été beaucoup reproché ce que lui appelle son parler vrai. Il a d'ailleurs dit qu'effectivement, ça pouvait avoir posé quelques soucis dans une allocution télévisuelle. Est-ce que c'est juste un problème de forme ou c'est aussi un problème de fond? On peut écouter, si vous voulez, quelques extraits que nous avons choisis. Café restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ouais. Moi, personnellement, ça me pose pas de problème. Je donne mon CV, il me rappelle jamais. Non, mais Vous faites une rue, là, vous allez à Montparnasse, par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés, les restaurants. Franchement, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Le petit-fils du général, tout à l'heure, en me faisant visiter la boisserie, m'a dit on pouvait parler très librement, la seule chose qu'on n'avait pas le droit de faire, c'est se plaindre. Ah bon? Eh ben, je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le général. Oui. Je savais, le pays se tiendrait autrement, c'était comme ça. Il faut qu'il parle différemment français, Emmanuel Macron? Mais je crois qu'il a lui-même reconnu que ça avait pu choquer. Et je trouve ça et très vous, bien que vous en pensez quand un président de la République a cette lucidité-là. Moi, je crois qu'un président de la République, c'est deux choses à la fois, en même temps. C'est une forme de verticalité. En même temps, c'est très macronien, oui. Bravo. Une forme de verticalité du pouvoir qui est absolument nécessaire. On a besoin d'avoir un président de la République qui soit respecté en France, en Europe et dans le monde. Et il l'est, je peux vous le dire, pour voyager énormément. Le nom d'Emmanuel Macron, il est connu dans tous les pays dans lesquels je vais. Donc c'est absolument incroyable la manière dont est regardée aujourd'hui la France de l'étranger. Elle est regardée avec des yeux qui sont plus que bienveillants. Donc il y a une verticalité du pouvoir qui est nécessaire, qu'il ne faut jamais abandonner, je crois. Et il y a en même temps une nécessité d'empathie et de proximité. Il en a manqué ? Voilà, je crois. Il a dit lui-même que dans sa façon de parler, qui est peut-être trop cash par moment, ça a pu choquer et il en tiendra compte. Et je trouve ça bien qu'il le dise. Moi, j'ai connu beaucoup de présidents de la République, et je ne citerai pas de nom, qui n'avaient pas cette capacité, au fond, de regarder ce qui allait pas bien, de se remettre quelquefois en question et de faire cet exercice de lucidité, y compris sur eux-mêmes. Et donc, moi, je trouve mais c'est que de la forme, que c'est très bien. Quand il parle comme ça, Emmanuel Macron, c'est que de la forme ou est-ce que c'est pas après tout du fond aussi sur mais des décisions? Si vous cherchez derrière sur ce qu'il dit, les choses ne sont pas forcément. Est-ce que aujourd'hui, en matière sociale, malgré toutes les dépenses françaises, malgré la dépense publique française, qui est extrêmement importante, est-ce qu'on fait formidablement bien? Est-ce que chaque Française et chaque Français bénéficiant d'aide sociale ou d'assistance sociale à un moment est absolument satisfait, retrouve une place, retrouve un parcours, retrouve une chance? La vérité est que non. Et donc, bien sûr qu'il faut re-regarder cette question, repenser cette question et probablement regarder à nouveau nos politiques sociales. Je voudrais vous interroger sur la possibilité pour une opposition en France d'exister aujourd'hui. Et je voudrais notamment votre réaction sur ce qui s'est passé ces derniers temps avec Jean-Luc Mélenchon, les perquisitions et quand même toute une frange de la population qui estime, à tort ou à raison, finalement avoir des difficultés à exister parce que le parti de Marine Le Pen a ses propres ennuis judiciaires, ceux de la France Insoumise aussi aujourd'hui. Est-ce que le climat n'est pas un petit peu inquiétant? Moi, je parlais du rôle du président de la République il y a une seconde. Je crois que le président de la République est le président de tous les Français.
Je ne crois pas que le président de la République soit le président juste de ceux qui ont voté pour lui au premier et au deuxième tour, si vous me demandez vraiment ce que je pense. Alors, voilà, je crois que l'ensemble des courants, vous dites l'opposition, en fait, il y a des oppositions, puis moi, j'aime pas tellement le terme d'opposition. À la vérité, il y a des sensibilités différentes, et c'est bien qu'elles s'expriment, et c'est même vital pour la démocratie qu'elles s'expriment. Moi, je préside une commission des affaires étrangères qui est très large, il y a 73 parlementaires de toute sensibilité. Eh bien, nous arrivons à trouver, quand ce sont des enjeux qui engagent la France, quand il y a une responsabilité pour la France, on arrive à trouver des chemins de convergence. Et moi, je crois toujours qu'on peut arriver... Oui. Non, j'aime pas ce terme. Je n'aime pas le terme, en fait... Source d'espoir en matière d'alternance. Majorité-opposition. Mais il y a des oppositions, et c'est bien. Je ne vous demande pas que tout le monde soit dans le parti du président de la République. N'interprétez pas mal mes propos. Et chacun a le droit de penser librement dans notre pays, et heureusement. Et est-ce qu'il y a besoin de contre-pouvoir? Oui, vitalement. Est-ce qu'il y a assez de contre-pouvoirs en France? Ma réponse est non. Il n'y a pas assez de contre-pouvoirs. Par exemple, on a un Parlement qui n'est pas assez fort. Je viens du Parlement européen. Je peux vous garantir qu'au Parlement européen, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je ne peux pas comparer parce qu'il n'y a pas de gouvernement élu, c'est la Commission. Mais en tous les cas, il y a ce qu'on appelle la codécision, vous connaissez bien ça, qui fait que pas une décision ne peut être prise, d'envergure, sans l'accord du Parlement européen. C'est absolument pas le cas en France. Et moi, chaque fois que je vois, par exemple, des responsables, le Premier ministre ou le Président ou des ministres, je plaide pour dire un exécutif fort a besoin d'un Parlement fort. C'est absolument vital. Donc oui, on a besoin de davantage de contre-pouvoirs en France. Une démocratie ne peut vivre durablement que s'il y a des contre-pouvoirs forts. Alors que Emmanuel Macron, effectivement, a des petits problèmes de popularité, on va dire, suite à une rentrée assez chaotique, il y en a un qui a l'air de s'en tirer plutôt bien, c'est Édouard Philippe, le Premier ministre. Comment vous expliquez ce décrochage dans les études d'opinion et qu'est-ce que ça peut entraîner comme développement politique ultérieur? Parce que, de fait, l'homme fort actuellement, c'est plutôt le Premier ministre. Je crois que c'est le Président de la République et le Premier ministre qui sont tous les deux à la tâche. Je crois que le Président de la République, il y a eu un moment de difficulté, il ne faut pas le nier. Ce qu'on a appelé l'affaire Benalla, ça a été une affaire qui a fait beaucoup de bruit, peut-être plus de bruit qu'elle n'aurait dû faire, mais il n'empêche que ça n'a pas été un bon moment, on va dire. Donc moi, j'invite à ce que cette page, et je crois que c'est ce que le président de la République a fait, cette page, elle devait être tournée. C'est ce que le président de la République, me semble-t-il, a fait avec ce nouveau gouvernement et avec ce qu'il a dit et ce qu'il a proclamé devant les Français quand il s'est exprimé. On a un Premier ministre qui est au travail et je trouve que les deux sont extrêmement complémentaires. Alors c'est vrai que peut-être le président a été très en première ligne au fond dans cette séquence qui n'était pas une très bonne séquence. Bien, écoutez, c'est important peut-être de reprendre un peu de hauteur. Et pour moi, c'est ça le rôle du président. Qu'est-ce que vous pensez de la comparaison que font certains entre ce qui s'est passé en Italie et ce qui, éventuellement, pourrait se passer en France si les extrêmes se regroupent d'une façon ou d'une autre? Parce que la Ligue et le mouvement 5 étoiles en Italie, c'était loin d'être évident. Est-ce que la France peut prêter le flanc à ce genre de manœuvre? Moi, je crois une chose. Je vous parlais des élections européennes qui sont pour moi historiques. Tous les jours, je suis obsédée par une chose, c'est que ce que fait Macron, cette élection d'Emmanuel Macron, qui a été quelque chose de complètement nouveau, cette politique nouvelle, cette rupture peut-être avec des pratiques anciennes de faire de la politique en France avec le parti droite-gauche, etc. Je plaide pour que tout ceci soit durable, parce que je sais très bien, nous avons une obligation de réussite. Nous avons interdiction d'échouer. Vous craignez un scénario l'italien? Moi, je dis nous avons obligation de réussite, interdiction d'échouer, parce que si on échoue, il peut se passer n'importe quoi derrière. Et donc, au fond, ça veut dire qu'il n'y a pas, aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative, d'ailleurs, on le voit, républicaine, au fond. Il y a éventuellement ce qui se passe dans d'autres pays, comme l'Italie. Et moi, je ferai tout, de toutes mes forces, pour éviter ça à mon pays, mais pas... Il ne s'agit pas simplement de montrer du doigt et de dire ceux-là ne sont pas bien, ceux-là ne pensent pas bien. Je ne crois pas ça. Il s'agit, nous, de répondre aux questions des peuples.
et de répondre précisément à leurs attentes. Et si les démocrates ne sont pas foutus de répondre aux attentes, aux inquiétudes, aux préoccupations de nos concitoyens, de nos compatriotes, eh bien ce sont les régimes autoritaires qui le feront. Alors, et moi, je n'en veux pas. Marielle Sarnet, il nous reste une quinzaine de minutes pour aborder les questions internationales et d'actualité internationale. Peut-être une toute dernière question sur la politique en France. Ce qui s'est passé avec Jean-Luc Mélenchon concernant cette enquête sur les assistants européens, votre propre parti, vous-même êtes concerné par ces enquêtes-là. Comment avez-vous réagi à la réaction de Jean-Luc Mélenchon ? Bon, moi, je pense que c'est très simple. Les partis politiques sont si je peux m'exprimer ainsi, des justiciables comme les autres. Et les partis politiques ne sont pas au-dessus de la loi. Et ils ont à apporter les preuves qu'on leur demande. D'accord. Alors, si vous voulez bien, allons sur cette actualité internationale qui est aujourd'hui très tournée vers l'Arabie Saoudite, hein, avec, donc, et déjà vers la Turquie, avec la mort de ce journaliste Jamal Khashoggi. Il a été assassiné dans l'ambassade saoudienne à Istanbul, en Turquie. La France a un peu tardé à réagir. Hier, il y a eu quelques mots d'Emmanuel Macron. Hier, le ministre des Affaires étrangères, hein, qui a condamné ce meurtre, qui a demandé une enquête exhaustive. Il y en a d'autres qui demandent à ce que ce soit les Nations Unies, ce sont les ONG, Amnesty International, que ce soit les Nations Unies qui mènent une enquête. Vous êtes favorable, vous, à ce que ce soit les Nations Unies? Moi, je suis tout à fait favorable à ce que ce soit les Nations Unies. Cet acte est abominable, abominable. Il est éminemment condamnable, il est éminemment inacceptable. Et oui, je suis sensible, juste je finis ma phrase, pardon. Je suis sensible aux demandes des ONG, mais vous savez que pour qu'il y ait une enquête indépendante des Nations Unies qui puisse aboutir, au fond, qui puisse se faire, il faut l'accord de toutes les parties. Et donc oui, formons le vœu que toutes les parties se mettent d'accord pour accepter une étude et une enquête indépendante. Vous n'êtes pas troublé par le jeu des États-Unis quand même? Monsieur Trump a été d'un cynisme absolument hallucinant. Il allait jusqu'à justifier finalement ce meurtre presque par accident, par des tueurs voyous, hors contrôle, etc. Ça n'est pas ma lecture. C'est d'ailleurs pas la lecture d'un certain nombre de responsables politiques, ça n'est pas la lecture de l'Union européenne, ce n'est pas la lecture de la France. Je dois dire que de ce point de vue-là, M. Trump a une lecture qui est un peu isolée et qui me semble assez loin de la vérité des faits. Vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, Emmanuel Macron a eu l'occasion d'expliquer à quel point ce pays était important au niveau stratégique pour la France. Oui. Est-ce que vous pensez que la France peut éventuellement adopter une position plus ferme comme celle d'Angela Merkel et de considérer, non seulement à cause de l'affaire Khashoggi, mais aussi de l'affaire des bombardements au Yémen? Est-ce qu'il est éventuellement possible, à un moment donné, de reconsidérer les ventes d'armes à ce pays? Alors, il y a beaucoup de sujets dans votre question. Il faut qu'on s'arrête 2 minutes. Pourquoi est-ce que les Occidentaux, d'une manière générale, ont des relations, on va dire, des partenariats stratégiques avec l'Arabie Saoudite? Je pense qu'au fond, c'est pour une raison simple. Il vaut mieux avoir de la stabilité dans un contexte régional extrêmement difficile, et il vaut mieux effectivement avoir de la stabilité dans nos relations et dans ce pays et dans cet environnement régional. Ça, c'est le premier point. C'est pas parce qu'on est partenaire, c'est pas parce qu'il y a un partenariat stratégique qu'on peut pas dire les choses. C'est pas parce qu'il y a un partenariat stratégique qu'on peut pas avoir des exigences. Moi, je vous ai dit au niveau de l'enquête ce que je crois. Après, il y a la question du Yémen. Moi, je pense que s'il y a bien un moment, avec ce qui s'est passé, et ce qui peut affaiblir en partie l'Arabie Saoudite, où nous devrions, nous, un certain nombre de puissances, remettre la pression pour que cesse la guerre du Yémen, pour que cesse cette guerre qui, au fond, a démarré il y a 3 ans. Tout le monde pensait, à l'époque, je parle des parties prenantes, hein, pas des observateurs, que ça durerait 1 mois. 3 ans après, nous avons des morts, une catastrophe humanitaire, un drame économique total, des questions de choléra, des questions de santé, des questions d'acheminement des vivres, des questions d'acheminement du fioul, une population qui est dans un état de demande et d'attente humanitaire et de protection extrêmement important. Eh bien, moi, je dis, profitons peut-être de ce moment-là pour relancer
ce qu'on appelle les accords de paix et mettre un terme et mettre fin à cette guerre abominable du Yémen. Mais Madame de Sarnez, vous dites qu'il faut de la stabilité. Mais il y a une autre question que vous m'avez posée, je veux bien y répondre. On parle du Yémen parce que l'Arabie Saoudite est engagée militairement au Yémen. Il faut le rappeler pour les téléspectateurs, les auditeurs et les lecteurs du journal Le Monde, qui s'en sont peut-être plus avertis. Juste pour revenir sur cette question de stabilité, vous dites qu'il faut de la stabilité dans la région. Est-ce que vous pensez que le prince héritier Mohammed Ben Salman est un facteur de stabilité dans cette région quand on voit ce qui s'est passé avec le Premier ministre libanais Hariri, avec ce qui se passe là, parce que aujourd'hui tous les regards sont tournés vers le prince héritier dans cette affaire du journaliste assassiné à Istanbul. C'est un facteur de stabilité Je pense qu'il faut remettre de la stabilité. Mais est-ce que et que c'est urgent. Je ne veux pas avoir de jugement sur les personnes, pardon. Non, mais sur les jugements sur les politiques, des jugements sur les politiques. Moi, j'ai par exemple beaucoup d'interrogations. Il y a eu toute une campagne sur les femmes au volant. J'ai beaucoup d'interrogations sur les droits de l'homme en Arabie Saoudite. Et je ne suis pas la seule. Et de ce point de vue-là, j'ai trouvé que l'ambassadrice du Canada avait dit des choses absolument justes. On a toujours la loi du tutorat. Enfin, je ne vais pas aller sur toutes ces questions-là, mais qui sont des questions qui concernent les femmes en Arabie Saoudite. Il faut que ça change, il faut que ça évolue, il faut que ça bouge. Là, on a au fond une espèce de montée en puissance, d'une espèce de remise en cause avec cette affaire de ce qui s'est passé sur Jamal Khashoggi. Je veux dire, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter, que la communauté internationale ne peut pas accepter. C'est quelque chose qui bafoue les droits humains. C'est quelque chose qui bafoue le droit international. Et vous pensez que ça va forcément aller plus loin, ou est-ce qu'on pourrait voir les Turcs qui sont en train de donner des informations au compte-gouttes s'arranger finalement d'une façon ou d'une autre avec Riyad et que finalement rien ne se passe? Moi je suis pour que la vérité sorte, et toute la vérité. Et je suis pour que tous ceux qui ont commis ces abominations soient punis. Et je suis pour que tout cela se fasse dans la plus grande transparence. Mais c'est quelque chose que devrait demander l'ensemble de la communauté internationale. Pour parler Mais j'ai pas dit, pardon, un mot sur les ventes d'armes, parce que je ne veux pas donner le sentiment de ne pas répondre. Une question là-dessus, oui. Bah alors allez-y. Ça me permettra de boire. La France exporte donc des armes en Arabie Saoudite. Vous organisez des auditions à l'Assemblée nationale sur la problématique, notamment des exportations françaises à destination des pays belligérants engagés au Yémen. Plusieurs ONG demandent une commission d'enquête autour de ces exportations. Est-ce que vous y êtes favorable? C'est simple, les commissions d'enquête sont les présidents de groupe qui peuvent les donner. Donc il faut que les ONG demandent, mais d'ailleurs ils le savent très bien, demandent aux présidents des groupes, et il y en a un paquet à l'Assemblée, parce qu'il y en a même un de plus depuis la semaine dernière. Donc maintenant on est passé à 8 groupes, donc soit le groupe majoritaire, soit les autres groupes, c'est eux qui ont la possibilité de mettre en place des commissions d'enquête. Moi j'ai la possibilité de mettre en place notre commission des affaires étrangères a quant à elle la possibilité de mettre en place une mission d'information. C'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous avons décidé de faire sur le contrôle des armes. Un mot sur la question des armes. La France vend des armes et exporte des armes. Je veux dire deux choses de ce point de vue-là. Un, si nous n'exportions pas d'armes, nous ne pourrions pas financer notre propre défense et notre propre capacité à avoir une défense, et notre propre industrie de défense, car les seules, au fond, commandes nationales ne suffiraient pas à la financer. C'est pour ça qu'il faut toujours dire les choses et remettre les choses aussi dans leur perspective large. Deuxièmement, il y a des textes. Il y a des textes de l'ONU, il y a des textes de l'Europe qui mettent un certain nombre de stops à la vente des armes et qui conditionnent les exportations des armes au respect d'un certain nombre de principes. Nous devons respecter ces textes. Ces textes sont respectés en France. Il y a une commission interministérielle. Il y a des crimes. Il y a une commission interministérielle qui fait son travail sous le couvert avec la secrétaire générale de la Défense nationale. Cela remonte les arbitrages au Premier ministre. La France fait ce travail. Est-ce que le Parlement est assez associé à tout ça? Il l'est davantage aujourd'hui qu'hier, puisqu'il reçoit désormais un rapport annuel sur les exportations des armes. Est-ce qu'il est aussi bien associé que les pays qui nous entourent, que les pays européens qui nous entourent? La réponse est non. Il y a des pays qui font mieux que nous. L'Allemagne fait mieux que nous. Il y a des pays dans lesquels l'information est plus régulière, elle n'est pas seulement annuelle.
Il y a des parlements dans lesquels il y a des délégations ad hoc, qui sont avec une possibilité de secret défense pour les parlementaires qui y siègent, plus au fait de ce qui s'y passe. Et donc, je pense, pour ma part, que la France peut aller plus loin. Cela va dans le même sens que quand je vous parlais il y a quelques minutes du rôle du Parlement. On doit pouvoir renforcer aussi le rôle du Parlement sur cette question-là. Cette mission d'information sur les ventes d'armes, ça sera précisément à propos de l'Arabie Saoudite. C'est pas une mission d'information sur les ventes d'armes, pardon. Je n'ai pas vocation, vous voyez. C'est une mission d'information, au fond, sur les pouvoir du Parlement, de faire en sorte d'avoir le maximum de transparence et de contrôle pour vérifier que les textes internationaux et européens qui s'appliquent à notre exportation des armes sont respectés. D'accord, de façon générale, quel que soit le pays concerné. Exactement. Parce qu'il y a aussi l'Égypte récemment qui a été pointée du doigt. De façon On aurait générale. vendu des armes à l'Égypte qui ont finalement servi à réprimer des manifestants plutôt qu'à lutter contre le terrorisme. Toutes ces questions-là, alors on me dit que ce ne sont pas les armes françaises qui ont servi à réprimer les manifestants. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je ne suis pas une spécialiste de ces questions-là de défense. Mais en tous les cas, le Parlement devra, à mon sens, pouvoir faire davantage et être en mesure de pouvoir dire à nos concitoyens, oui, nous effectuons un contrôle qui est probablement maintenant plus efficace et plus transparent. Alors, il nous reste 3 minutes. Il y a beaucoup de questions qu'on aurait aimé encore aborder. Sophie, vous vouliez poser une question ? Sur la Russie et les États-Unis, avec l'annonce par Donald Trump qu'il allait se retirer, que les États-Unis allaient se retirer de ce traité signé en 1987 entre Reagan et Gorbatchev et qui interdisait les armes nucléaires de moyenne portée. C'est un traité de plus dont Trump se retire. C'est-à-dire c'est une décision de plus, on ne va pas toutes les énumérer parce qu'on n'a pas le temps, mais de l'accord de Paris jusqu'à aujourd'hui, où Trump fait cavalier seul. Écoutez, on ne peut pas construire un ordre mondial si on a la première puissance mondiale qui fait cavalier seul sur tous les sujets. Sur des sujets de grande ampleur, comme la question, la question du nucléaire, qui est une immense question, la question du désarmement nucléaire, qui est une immense question, ou sur la question du climat. Mais alors les Britanniques suivent, finalement, incriminent les Russes en disant que ce sont effectivement les Russes qui ont les premiers violé cet accord. Écoutez, ensuite, on va avoir cette guerre-là, on va dire, de communiquer entre on le fait parce que les Russes, etc. Est-ce que la responsabilité, au fond, d'hommes et de femmes politiques, ça n'est jamais d'exacerber les tensions. Ça doit toujours être d'essayer de faire baisser les tensions. La responsabilité des hommes et femmes politiques, quel que soit leur rôle et leur mission, c'est de participer à un nouvel ordre du monde. Et c'est donc d'apaiser les tensions et de ne pas les exacerber. Et moi, c'est ce que j'attends des États-Unis. Les États-Unis, c'est un formidable peuple, c'est un immense peuple. Et il a, au fond, sa partie à jouer dans l'équilibre futur du monde. Mais pour revenir sur la question européenne, moi, je sais que si l'Europe n'existe pas demain, si elle n'est pas forte, si elle n'est pas unie, si elle n'est pas politique, l'équilibre du monde, je vous le redis, ne sera pas le même. C'est sur ces mots que s'achève cet entretien, des mots d'apaisement et d'Europe. Merci beaucoup, Marielle de Sarnez, d'avoir accepté cette invitation, d'avoir répondu à nos questions, à celles de TV5 Monde, de Sophie Malibaud de RFI et de Philippe Ricard du journal Le Monde. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve ici, même la semaine prochaine, pour un nouveau grand entretien d'International. À très vite.